invitée à mon micro de Passion Patrimoine. Je suis en charmante compagnie Girl Power. C'est Audrey Poli qui m'a rejoint de JP Morgan. Bonjour. Bonjour Karine, merci de me recevoir. Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, encore une fois, invitée par notre partenaire Passion Patrimoine Groupe Premium qui te donne l'opportunité justement de venir parler de JP Morgan qu'on ne présente plus, mais en tout cas, voilà les actualités. Et puis on va se concentrer aujourd'hui sur des thématiques dividendes et sur la santé, puisqu'on en parle beaucoup. Avant, j'aimerais un petit peu revenir aussi sur ton parcours. Est-ce que ça fait longtemps que tu es chez JP Aujourd'hui, c'est quoi l'orientation de JP Morgan? Enfin voilà, un petit peu de storytelling. Alors mon parcours, il est assez rapide à raconter puisque je suis rentrée chez JP Morgan en novembre 2001 et j'y suis toujours. Ah ouais. Donc un long parcours dans la même structure. J'ai fait plusieurs postes bien sûr. J'ai commencé en support commercial, puis je suis passée commerciale et plus récemment, pour ceux qui ont suivi l'actualité, je suis passée directrice commerciale distribution de JP Morgan. Donc la fidélité paye et j'aime toujours autant cette entreprise dans laquelle j'ai grandi. La fidélité et les valeurs aussi, qu'est-ce qui t'anime toujours? Est-ce qu'on est toujours autant motivé dans une boîte quand ça fait 15 ans ou est-ce qu'on se lasse un peu? Il y a des moments où on est plus motivé que d'autres, mais il faut du renouveau, des nouveaux managers et justement des nouveaux challenges. Et je les ai toujours trouvés dans une entreprise de grande envergure qui aborde beaucoup de thèmes. Et il y a une richesse en termes de la recherche, des fonds, des produits. Et je ne m'ennuie pas. C'est grâce à ça, je pense. Alors, JP Morgan ou JP Morgan, comment on dit? Parce Alors, y a soit on deux dit à écoles, la française JP voilà. Morgan, soit à l'américaine JP Morgan. C'est au et choix. Pourtant, c'est une boîte. Comment? C'est une boîte française. Non, c'est américain. Américain, donc on devrait dire JP Morgan. Ouais, moi je dis français, Ouais. JP Morgan. Alors, généraliste au départ, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse justement de cette boîte qui est née en quelle année? Alors, elle est très présente depuis très longtemps sur le marché français puisque JP Morgan est arrivé en 1868 et une présence sur la place Vendôme depuis 1916. Donc c'est vrai qu'on ne le sait pas, mais le groupe est installé depuis très longtemps sur le marché français, qui est un marché clé. Et donc je représente la filière gestion d'actifs, puisqu'il y a plusieurs business chez JP Morgan. On a bien sûr la banque d'investissement, la banque privée, la banque de réseau aux États-Unis, le réseau Chase Manhattan Bank, que je pense que tout le monde connaît. Donc c'est une très grosse structure, une très grosse maison, avec les reins solides et qui parcourt les années de manière plutôt positive. Alors, quel intérêt de rejoindre un groupe premium du coup? De travailler avec, pour nous, c'est travailler avec les leaders, leur apporter des solutions plus internationales, plus globales, leur apporter aussi des idées sur ce qu'on fait dans d'autres pays, puisqu'on a cette richesse d'être présent partout dans le monde et sur le globe. Donc, nous, c'est important de se positionner avec des acteurs clés et Premium nous semble être un acteur important. Et puis surtout, ça vous donne l'opportunité de pouvoir offrir une gamme très étendue, en effet, tu le disais, de produits, d'élargir l'offre, un écosystème dense. On va parler aujourd'hui de 2023, l'année des dividendes records pour les multinationales, tu disais, françaises, si on s'axe sur notre pays. Mais d'abord, on va revenir sur la notion de dividende. À quoi ça correspond? Est-ce qu'on peut revenir sur... Qu'est-ce que ça veut dire investir? Enfin, en tout cas, la notion de dividende, la définition presque. Alors, les entreprises qui distribuent du dividende, c'est en fait, elles distribuent une partie de leur revenu via une dividende et c'est une manière de fidéliser ses actionnaires. Donc, c'est un bon moyen, on trouve, et c'est surtout très résilient, très défensif et ça montre la bonne santé d'une entreprise. Donc, c'est un thème qui nous semble porteur. Il y a eu des grosses baisses de dividendes pendant le Covid, on le sait, ça a été une période compliquée et aujourd'hui on retrouve des niveaux de distribution de dividendes qui sont encore loin de ceux d'avant, donc ils vont continuer à augmenter et c'est surtout, c'est un large panel d'entreprises qui sont sur cette thématique, la distribution de bénéfices via le dividende qui nous semble pertinent. La définition et l'intérêt aussi de verser un dividende, tu viens de le dire, c'est fidéliser, c'est encourager, c'est remercier en quelque sorte. Exactement, et montrer la bonne santé aussi de l'établissement. Et la régularité aussi, c'est ce qu'on va chercher très clairement dans ce type de produit. La croissance et la régularité de cette distribution de dividendes. La plus-value aussi, c'est important, qui représente justement la hausse de la valorisation. C'est le double effet. Ouais, gagner sur la distribution du dividende, donc gagner du revenu, mais aussi pouvoir gagner sur la valorisation de l'entreprise derrière. Donc un effet marché, on espère, positif. Donc ça fait 3-4% de distribution de dividendes, plus potentiellement une hausse des marchés, si ça se passe bien. Alors il y a plein de questions autour des dividendes. On ne va pas rentrer non plus dans la polémique, parce que c'est vrai que parfois,
ça peut être critiquable, ou en tout cas on a un sentiment un petit peu parfois c'est too much. Moi ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est comment un CGP, parce que le podcast parle à des CGP, comment est-ce qu'un CGP peut justement expliquer la notion d'investir dans des dividendes, ou comment est-ce qu'on peut obtenir des dividendes suite à la détention d'actions? C'est quoi à la base la stratégie ou le profil pour investir? Là, on est sur une stratégie mondiale, donc on va s'intéresser aux entreprises qui sont présentes partout dans le monde. C'est un peu notre savoir-faire, et c'est pour ça que chez JP Morgan, on va proposer ce type de produit, puisqu'on a les équipes en place, on a des analystes qui sont autour du globe et qui vont aller rencontrer les entreprises. Et ensuite, on va s'intéresser à vraiment exclusivement des entreprises qui ont cette politique de distribuer un dividende. C'est assez simple en fait, ça fait un bel univers déjà, et ensuite on va choisir, on va analyser bien sûr comme n'importe quelle entreprise qu'on aurait dans un fonds plus traditionnel, on va regarder sa solidité financière, son bilan, et on va voir si dans le temps elle est régulière et si elle a des perspectives de croissance positives. Et tous ces éléments mis bout à bout vont nous faire construire un portefeuille de grandes entreprises de grande qualité partout dans le monde, et avec cette régularité et cette croissance. Donc c'est vraiment un équilibre entre croissance, revenus, et un fonds vraiment qui n'a pas de biais de style. Et ça, c'est important, on pense, aujourd'hui. Est-ce que ça correspond à un profil B2B ou B2C? Est-ce que c'est un chef d'entreprise qui va plutôt investir dans cette classe d'actifs, ou est-ce que même allez, on va dire un millénium ou un senior peut s'intéresser à du dividende? C'est vraiment un fonds. Autant on a des produits chez JP Morgan très compliqués, comme la gestion alternative, ou des fonds Chine beaucoup plus difficiles. Là, on est vraiment sur de la gestion plus classique. Et si vous regardez le portefeuille du fonds, la première ligne, c'est Microsoft, ça parle à tout le monde. Donc il y aura des sociétés financières. Donc ça va être quelque chose de simple et lisible pour un client. Et ça s'adresse du coup à vraiment une large population. Est-ce que justement la détention d'actions par investisseur se fait à partir de l'intermédiaire d'une enveloppe fiscale? Est-ce qu'on peut justement réfléchir comme ça? Alors ça, après, en termes de fiscalité, je veux dire, comment est-ce que ça se gère un dividende? Alors ça, c'est tout ce qui se passe dans ce type de support. Je ne suis pas vraiment à même, mais... Je comprends, mais en gros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un compte titre ou un plan d'épargne action, en gros, c'est ça? Ou alors en assurance vie, vous pouvez avoir une version qui capitalise, donc vous récupérez cette dividende qui est recapitalisée, donc un effet en plus qui fait qu'on réinvestit le fruit de nos dividendes, donc ça fait un effet démultiplicateur. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de l'assurance vie, du compte titre, et c'est assez simple à utiliser en fait. Et il vaut mieux même l'avoir en capitalisant si on n'a pas besoin de toucher ce revenu. Tu disais qu'on vient de traverser en fait un creux. Là, c'est le moment de se repositionner sur cette classe d'actifs. Qu'est-ce qui fait justement que le moment change, que c'est plutôt quelque chose de porteur, et pour combien de temps? Alors, je sais que c'est difficile de répondre à cette question. Le moment, le point d'entrée, forcément, je ne peux pas dire si c'est bien, pas bien. Tout ce qu'on peut regarder, c'est si on regarde la performance de la classe d'actifs Action internationale à fort dividende, elle a un retard de performance par rapport au MSCI World, qui a 14% de performance, là où les entreprises à fort dividende ont fait que 5% depuis le début de l'année. Okay. On a encore une marge de progression, même si on est dans un contexte, on ne va pas se mentir, qui devient compliqué. Et on le voit depuis cette semaine, les marchés sont assez chahutés. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, on a un peu de retard. On a vu des performances très concentrées sur quelques secteurs cette année. La partie dividende, il y a encore de la place pour faire de la performance et des gains en capital. Ouais. Comment est-ce qu'on perçoit des dividendes alors du coup? Comment on est rémunéré en tant qu'investisseur? L'entreprise va prendre une partie de son bénéfice et va le distribuer tout simplement à ses actionnaires et à ses clients. Donc c'est soit sous forme de liquidité, soit sous forme de bénéfices, soit sous forme de nouvelles actions. Ça peut être recapitalisé, réinvesti dans les titres de l'entreprise si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut investir et toucher des dividendes dans une start-up? Alors ça, je n'ai aucune idée. Je pense que oui. Ouais. Alors moi, je connais pas bien. On va se renseigner. On est sur vraiment, on investit. On est sur des très grandes entreprises, donc voilà, c'est côté en bourse. C'est quoi les risques alors, Audrey, quand même? Est-ce qu'il y a des risques
investir sur des dividendes? Non, les risques, Si on c'est se qu'on renseigne est... sur la santé de la société, en plus sur des gros groupes. Le risque, c'est qu'on ait des années comme la pandémie où on a eu un arrêt des distributions de dividendes, ou en tout cas des réductions de taux de distribution de dividendes parce que le contexte le nécessitait. Mais on va dire que c'est un petit peu le bénéfice. Après, il y a toujours la valorisation boursière qui compte derrière et la performance boursière qui peut jouer. Alors, tu parles des grosses entreprises avec lesquelles vous travaillez. C'est quoi les secteurs un peu porteurs? Finance, automobile, j'imagine. Quand on pense dividende, voilà, on va penser automobile, finance, tout à fait. Mais l'intérêt et la construction de ce fonds, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas de billet de style et on va également s'intéresser à des entreprises de croissance et notamment des semi-conducteurs, où on va avoir des entreprises où il y a un fort taux de croissance du dividende. Et on va également avoir une poche avec un fort rendement du dividende. Et au milieu, cette poche plus cœur de portefeuille avec des entreprises avec 3-4% de rendement du dividende, de la croissance, de la régularité. Donc c'est quelque chose de très équilibré dans sa construction. Alors un autre secteur porteur, on va quitter les dividendes sur lequel tu voulais justement intervenir, parler, c'était investir dans la santé. Pourquoi c'était important pour toi de parler de ça aujourd'hui? Pour moi, là vraiment c'est le type de stratégie qui est très, très audible pour tout type de clients, parce que ça nous parle, parce que ça nous touche, parce que les leviers à long terme sont évidents. La démographie avec un vieillissement de la population mondiale, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents, on pense bien sûr à la Chine. On a aussi cette classe moyenne dans les pays émergents qui commence à avoir de plus en plus besoin de dépenses de santé. Donc on voit un flux sur le secteur de besoins. Et puis on a aussi tout ce qui est innovation, et on l'a bien vu pendant la pandémie. La recherche, cette capacité à créer un vaccin et toutes ces innovations qu'on trouve tous les jours, des greffes, des choses. C'est vraiment un secteur très riche et ça parle à n'importe qui. C'est un secteur qui est très résistant, notamment pendant les crises. Tu viens de le dire, pour toutes les caractéristiques que tu viens de citer. Est-ce qu'il y a un rythme d'innovation qui permet une croissance très rapide aussi? Alors, il y a le secteur dans lequel notre fonds investit. On va investir dans 4 sous-secteurs de la santé. C'est ça qui fait la richesse de ce produit. On va avoir les entreprises pharmaceutiques. Donc, c'est plutôt des entreprises très matures qui sont très défensives. On va également avoir des entreprises de biotechnologie. Et c'est là où on va chercher vraiment l'innovation. Elle est plus dans ces entreprises. Plus des petites, moyennes capitalisations, un petit peu plus volatiles, on va dire, le côté plutôt croissance du fonds. Et on va également avoir les services de la santé et les technologies médicales. Donc ça fait quelque chose d'assez résilient. Et c'est vrai que nous, notre cœur, c'est l'innovation. Donc on aime beaucoup les biotech. Mais il y a aussi plein de belles histoires et ça traite vraiment tous les sujets jusqu'à le soin de la santé, l'accompagnement des seniors pour avoir des soins à domicile et améliorer la fin de vie. Il n'y a pas une notion de risque dans l'investissement dans une biotech? Alors c'est un investissement risqué puisque bien entendu on a des phases de développement sur certaines idées, sur phase critique de 2-3 ans. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des experts. On a 10 experts actuellement dans le produit qui vont être là pour déchiffrer un petit peu mais investir au moment où on pense que le médicament ou en tout cas l'innovation va déjà s'adresser à un large marché. Va également être couverte par des brevets et également une équipe dirigeante qui va être capable d'amener le projet à bout. Donc c'est à nous de trouver la bonne phase de développement de l'entreprise pour ne pas être trop tôt et avoir un raté, puisqu'il y a des ratés, on ne va pas se mentir dans ce milieu-là, et pas trop tard non plus. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a cette équipe d'experts qui vont vraiment regarder de près le produit. Et pour la petite histoire, le gérant principal est un ancien chirurgien qui a vraiment exercé à Boston. Ah, c'est chouette ça. Voilà, donc il connaît un peu la matière. Bien sûr, le milieu. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est pas aussi une façon d'aborder la transition, d'aller justement sur des problématiques sociétales, des problématiques environnementales aussi Est-ce que vous avez aussi cette dimension chez JP Morgan? Alors oui, bien sûr, on s'est mis au goût du jour. Donc on a actuellement 100% de nos fonds qui sont intégrés ESG. Ouais. On a des produits spécifiques sur l'ESG qui vont avoir des labels. Sur les 2 produits actuellement dont on parle, on n'a pas de label parce que ce n'est pas la vocation des fonds. Mais par contre, les critères extra-financiers sont systématiquement analysés auprès des entreprises dans lesquelles on investit. Ça, c'est indispensable. Et c'est des critères clés pour nous quand on va sélectionner une entreprise, y compris dans le dialogue avec l'entreprise. On est un gros acteur. Donc nous, l'engagement, il est fort avec nos entreprises et on va essayer de les accompagner et leur faire changer leur politique si on peut le faire, parce qu'on est des gros actionnaires.
Audrey, c'est quoi l'actu chez JP Morgan? L'actu, c'est Patrimonia aujourd'hui en tout cas, mais c'est vraiment notre objectif, c'est d'être présent auprès de tous nos clients, d'être en local, sur place. On couvre toute la France, on se déplace. Ne pas hésiter à nous contacter. En tout cas, on est ravis. La prochaine grosse actu, ça va être notre web conférence le 6 octobre. Donc c'est vendredi prochain, où on va aborder les deux fonds que j'ai évoqués aujourd'hui, le Global Dividend et le Global Healthcare, avec une présentation sur les marchés juste avant. Donc à écouter soit en direct, soit en replay, puisqu'il y a des replays pour ceux qui ne seront pas disponibles. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir, Audrey Poli, Executive Director. Oui, c'est un titre interne. C'est un titre, voilà. Chez JP Morgan. Merci d'avoir été avec nous. Merci Karine. Sur Patrimoine. À bientôt, au revoir.